Nos rendez-vous de l'été que l'on essaye de faire de visu, comme on a l'habitude de dire avec les chroniqueurs, ça va pas être possible cette fois-ci. Vous allez vite vous en rendre compte puisque c'est avec Thierry Weber que nous allons parler et dresser le portrait d'un de ses compatriotes. Avec Thierry qu'on aurait dû croiser à Bruxelles ou dans ses alentours durant ce mois de juillet, ça n'a pas été possible. Ce n'est que partie remise, hein, Thierry, tu me le confirmes. Promis juré. On fera quelque chose. Mais malgré tout, il y avait cette histoire de hors-série prévue pour cet été où on essaye chacun de mettre un petit peu dans la lumière ou en tout cas de ramener à l'avant-plan des personnalités que l'on connaît peut-être moins. C'est vrai qu'ici le nom nous est peut-être un petit peu étranger. Par contre, ce qu'il a fait nous est vraiment très connu. Il s'agit du patron de Logitech, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et exactement. On va parler de Daniel Borel. Et puis, voilà, effectivement, le nom de la marque est lâché, Logitech. Ouais. C'est une marque suisse. Et puis, si vous ne le saviez pas, et puis que vous êtes absent d'Internet et des réseaux sociaux et de l'informatique depuis ces 40 dernières années, ou 30 en tout cas, ouais. Cette marque est à l'origine d'un device qui fait toujours partie de nos outils. C'est la souris informatique. Voilà. Alors, avant de parler de Daniel Borel lui-même, on peut dresser le portrait de la souris, j'ai presque envie de dire. Avant l'éleveur de souris, la souris elle-même, qui est une invention qui n'est pas une invention de Logitech, pour le coup, c'est une invention d'un ingénieur américain. Voilà, c'est notre ami Douglas Engelbart, paix à son âme, mais qui a été un des pionniers dans l'informatique, puisqu'effectivement, il est arrivé sur le constat que peut-être ça serait plus pratique pour piloter un ordinateur que d'avoir plus qu'un clavier, qu'un écran. Et puis on découvre là effectivement le look de sa toute première souris. Alors elle avait quelque chose de... Ouais, c'est vintage. Un peu... Donc, pour ceux qui n'ont pas l'image, pour ceux qui nous écoutent, pour vous expliquer, la souris, en fait, en gros, il y a deux axes. Hein, la souris, c'est XY, ouais. Donc il fallait deux disques que l'on voit assez bien sur l'image, et ces deux disques étaient enfermés, si on peut dire, dans une boîte en bois, hein, qui est elle-même le corps de la souris. Donc c'est très primitif. Hein, comme souris évidemment, mais enfin bon voilà, c'est comme ça que ça commence, c'est une invention en général. Ouais, puis on parle là d'un temps qui est très très lointain, hein, parce qu'effectivement ce gros morceau de bois avec ces deux axes, c'est une invention qui date déjà d'un bon bout de temps. On raconte que le principe de piloter une machine avec la main pourrait même remonter dans les années 1800, mais bon là après oui. C'est un peu plus compliqué d'en suivre la trace. Mais c'est effectivement pas les Suisses, c'est pas Logitech qui a inventé la souris, mais qui l'a améliorée, parce que effectivement ça a été un vrai challenge que de faire évoluer cet outil. D'ailleurs, parce que comme tu viens de le dire, il y a que deux disques, donc les X, les Y. C'était pas super pratique à manier. Hein, non, c'est clair. Il fallait aller un petit peu plus loin et justement, de rencontre en rencontre, on a déjà un Suisse dans l'histoire à ce moment-là, Jean-Daniel Nicou, si je ne dis pas de bêtises, qui bosse à l'époque entre autres pour Xerox, Xerox qui a déjà un système d'exploitation ou en tout cas un ersatz de système d'exploitation très visuel, et là la souris pourrait éventuellement faire des merveilles. Oui, et puis dans cet univers très visuel, on trouve des menus déroulants, on trouve des fenêtres qu'on peut déplacer, on trouve des boutons à cliquer, et Nicou, il se retrouve à devoir améliorer effectivement cette souris. Et pour la petite histoire, sachez que cette souris avait 3 boutons. Ça, c'est le côté assez rigolo dans le retour en arrière, parce que vous le savez, sur les PC, on avait cette guerre de savoir s'il fallait 1, 2, voire plus de boutons. Notre ami Steve Jobs voulait absolument qu'il n'y en ait qu'un seul. Et la toute première souris réellement utilisable, elle en avait déjà 3, comme quoi l'ergonomie. Et à propos de l'ergonomie,
ça, c'était aussi une très très belle prouesse de nos amis suisses, puisque cette première souris épousait un peu mieux la forme de la main que cette grosse boîte en bois dont on avait droit avant. Une demi-sphère, quelque part. Enfin, c'est à peu près ça, la première souris, avec les 3 boutons, avec des boutons, je pense même du commerce assez usuel en électronique, qui apparaissent également. Appelée souris 2 pas ou 2 pases, ça, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi? Oui, alors il y a eu aussi plein d'autres noms, et on a eu la P4. C'est ça, ouais. On a eu des drôles de noms sur la souris. Alors peut-être l'explication, parce que moi je n'ai pas à pouvoir complètement la confirmer, mais peut-être qu'il faut se rappeler, c'est nos copains ingénieurs, professeurs à l'EPFL, Nikou, qui est d'ailleurs revenu des États-Unis pour à nouveau travailler à l'EPFL. Donc les ingénieurs ne sont pas forcément les mieux placés pour bosser sur le marketing, sur le branding, sur ce genre de choses. Et puis, en revenant en Suisse pour bosser à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, c'est l'histoire de Logitech qui commence à s'amorcer. Et là, je vais pouvoir vous parler justement de Daniel Borel, qui lui a fait le PFL, donc il a fait, alors je vais pas dire de bêtises parce que je vais être sûr de dire exactement ce qu'il a fait. Il a fait effectivement un diplôme en maths et en physique à l'EPFL, et puis il a fait un truc assez rare chez nous, chez nos compatriotes. Il a décidé d'aller se frotter à d'autres écoles, à d'autres cultures. Il est parti aux États-Unis pour continuer une formation post-grad en maths et en informatique à l'Uni de Stanford, aux États-Unis. Et ça, je pense, était un élément déclencheur dans la carrière de Daniel Borel, parce qu'encore une fois, le Suisse n'est pas forcément voyageur, il n'est pas forcément à l'aise dans l'idée de sortir de sa zone de confort. Et puis, il y a une petite anecdote assez sympa qu'il raconte dans certaines de ses interviews, c'est que lui, il avait ses réflexes à la Suisse, l'image qu'on a, l'image qu'on dégage, sont toujours très très importantes pour nous ici en Suisse. Et la première fois qu'il est confronté à devoir s'acheter une voiture aux États-Unis, en fait, il se retrouve à faire comme tout le monde. Il va dans un garage, il achète une voiture et voilà. Donc, sans savoir ce qu'il achète, comme marque, comme modèle, comme catégorie de véhicule. Et il fait souvent le parallèle avec ça en disant en Suisse, non, tu ferais attention, tu t'achèterais peut-être une belle berline allemande. Oui, voilà, tu ferais attention en fait à l'image qu'elle dégage. C'est ça, un peu sous pression sociale aussi. Il faut tel type de voiture parce qu'on a tel statut et autres. C'est vrai que c'est beaucoup comme ça chez nous. Peut-être de moins en moins à notre époque. Mais là, il parle quoi, des années 80, 90 je dis pas de bêtises. Ouais, alors là, les États-Unis, c'était effectivement peut-être avant. Un peu avant les années 90, on est peut-être au début des années 80, et cette anecdote, elle est assez intéressante parce qu'en fait, oui, on aimerait que ça change aussi chez nous, l'évolution de l'image qu'on a, mais ça lui a permis d'avoir un autre regard, et quand il est revenu en Suisse, alors il avait déjà entendu parler des travaux de Nikou, lui il était à se lancer dans l'édition et la production de logiciels graphiques, et il a commencé presque dans un garage, en fait, dans une vieille ferme. On va garder un peu le scoop du lieu où ça s'est passé, histoire de quand même faire un peu de teasing. Non, mais plus fort que moi. Non, mais vous allez comprendre la boutade après, parce qu'on n'a pas tout dévoilé. Et puis, ils se sont embarqués dans l'idée d'améliorer cet appareil, ce device, pour en faire quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus pratique. Je te coupe juste 10 secondes. Ça a été les débuts de la naissance de Logitech. C'est ça, oui. Ça, c'est vraiment les prémices. Ça vient de la souris et de cette rencontre avec Jean-Daniel Nikou, qui est par contre plus connu pour avoir créé lui-même un ordinateur, si je dis pas de bêtises. J'ai lu ça quelque part. Le Smarty, qui est un ordinateur suisse. Le Smaky. Pardon. Voilà, le Smaky, c'était... Voilà, ça a été, c'est aussi des trucs un peu bizarres dans notre pays. C'est ça. Le Smaky a été un micro-ordinateur qui a superbement bien fonctionné, à un tel point qu'il a même réussi
à intéresser le corps enseignant pour qu'on le retrouve dans des salles de classe. Alors moi, j'ai un certain âge, mais j'ai pas eu la chance de me retrouver derrière ces ordinateurs. Mais à l'époque, c'était balèze parce qu'on avait justement cette souris, on avait un clavier, on avait une interface graphique assez bien fichue pour l'époque. On est bien loin du DOS, de la ligne de commande. Ouais. Et on se retrouve à avoir des écoles qui décident de faire confiance à cette marque et puis d'équiper comme ça des écoles, des salles. Ouais. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que moi je suis en Belgique, on a des amis chroniqueurs qui sont français, québécois aussi de temps en temps. On a l'impression qu'en Suisse vous vivez en autarcie et que vous avez fait votre monde informatique, vos outils, machin, etc. Et que de temps en temps il y a des trucs qui sortent. Mais alors tu peux pas mieux dire parce que voilà, on a de la peine en voyant nos voisins directs, les Français ou les Allemands. Oui. On a de la peine à oser utiliser leur technologie. Non, nous on réinvente tout. Oui, c'est ça. Donc, mais ça a du bon et puis voilà, ça explique peut-être ce qui a changé l'attitude d'un gars comme Daniel Borel en ayant vécu ailleurs, en ayant été confronté à d'autres modes de fonctionnement. D'ailleurs, pour revenir sur ça, Daniel Borel est toujours très critique sur le manque de prise de risque ici des Suisses ou des entrepreneurs. Il a 69 ans maintenant, mais il est toujours très très virulent. Ouais, tu l'as rencontré une petite dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Tu as eu l'occasion de le rencontrer. C'était son propos, c'est ce que tu nous expliques. C'était, voilà, on devrait un peu plus se bouger le popotin en Suisse. En gros, c'est le message qu'il essaie de faire passer, quoi. Oui. Et puis là, on parle d'une boîte qui est maintenant mondialement connue, qui roule bien, qui a connu aussi des passages difficiles, mais aussi de très très beaux succès. Logitech est maintenant, je dirais, un emblème aussi grand que certaines marques d'informatique. Bien sûr. Effectivement, on a les claviers, on a eu les webcams, on a pléthore de produits. Oui. Mais effectivement, à l'époque de cette interview, off caméra, il m'a avoué que c'était quand même rude d'être un entrepreneur en Suisse, d'être quand même sur un truc super, super prometteur. Pour la petite histoire, ces souris se sont vendues chez des Olivetti, chez des HP et chez Apple. Oui. Faut pas l'oublier. Mais voilà, pendant 5 ans, pendant les premières années, il a régaté parce que les banques, parce que les instituts financiers, voire même les investisseurs, voilà, la Suisse, la prise de risque et la patience, c'est deux choses totalement différentes. Et il en veut un peu à ça. Et c'est toujours très intéressant de parler avec lui parce qu'il a gardé cet esprit critique. Oui. Au début, c'était très bien emballé, ses propos étaient très propres. Ouais. Et là, maintenant, il se formalise plus et voilà, il se lâche. Et j'aime bien ses propos parce que il secoue un petit peu. Et t'as raison. On est ici en Suisse sur une île et on a de la peine des fois à oser aller voir ailleurs pour simplement se dire, ok, l'herbe est pas plus verte ailleurs, mais c'est peut-être une source d'inspiration. Ça peut être un coup de boost qui peut nous servir. Est-ce que c'est quelqu'un de populaire en Suisse ? Est-ce que c'est quelqu'un de médiatique ? Parce que nous, on le connaît pas du tout en dehors de Suisse. Moi, je l'ai jamais entendu parler, à part dans ton interview. On va mettre le lien d'ailleurs dans l'article parce qu'elle est toujours disponible sur Dailymotion. Ça dure 7-8 minutes, mais ça en dit long sur le personnage. Mais moi, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Est-ce qu'on le voit à la télé, par exemple ? Est-ce qu'il intervient régulièrement ou dans la presse de manière générale ? Oui, alors vous allez le retrouver dans des très vieilles interviews au début de Logitech. On le revoit aussi quand Logitech a vécu ce difficile creux, parce qu'effectivement, on peut pas fonder un business sur un seul appareil. Bon, même s'il y en a eu plusieurs dès le début, ça allait très très vite. Ouais. On a eu les webcams, comme je disais. On est même parti dans l'audio, mais à l'époque des PC 386. Ouais. Enfin là, vraiment, on est très très précurseur et on le voyait dans les médias, dans les téléjournaux. Il intervient aussi dans le monde de la tech, de l'informatique, de l'IT. Il fait encore office de référence. Mais j'ai l'impression, alors là, ça engage que moi, ce que je vais raconter, mais j'ai l'impression qu'on le voit pas assez ou qu'on l'a pas vu assez parce qu'effectivement, plus les années avançant, plus il était plus franchement
comment dire, virulent, critique sur le fonctionnement de la Suisse, de la non-prise de risque. Il avait des propos très soft. Si vous allez faire un tour sur YouTube, vous retrouvez des interviews dans les années 90, par exemple. Puis maintenant, vous le regardez. Il existe quelques interviews qu'on peut trouver sur les médias un peu plus récentes. Ben là, c'est le même fond, mais c'est plus la même forme. Ouais, voilà. Donc, il est maintenant dans des conseils d'administration de plusieurs sociétés, comme Nestlé. Il a aidé des sociétés. Il est toujours en contact étroit avec la Silicon Valley. Il est toujours un petit peu dans ce monde-là. Ouais. Il est encore aussi dans le PFL, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il fréquente encore pas mal le milieu estudiantin. Il est moteur aussi de quelques initiatives. Le PFL, je le dis en passant, c'est les 50 ans de l'EPFL cette année, avec un très très gros campus, faut le reconnaître. C'est un endroit assez impressionnant. Si vous avez l'image, il y a ce gros rectangle gris, il faut aller le visiter une fois, c'est le Rolex Learning Center. Donc vous avez imaginé le nom du sponsor, et c'est une belle œuvre, architecturale. Ouais. Et puis 50 ans de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, c'est un peu notre fierté, parce qu'effectivement c'est une école maintenant qui est très très bien cotée mondialement. Ouais. Il a été fait, Daniel Borel, docteur honoris causa d'ailleurs, j'ai vu ça, le PFL par la suite, après ses études forcément, et pour j'imagine ce qu'il a fait avec Logitech, qui a encore son siège social au sein même de l'EPFL, ou pas loin, je dis pas de bêtises. Alors, à l'EPFL, tu trouves une sorte de lab. Il y a toujours une activité suisse de Logitech. On parle de 200 collaborateurs qui travaillent toujours depuis la Suisse. Logitech est aussi très présent à Taïwan. Parce qu'effectivement, il fut une époque où les produits Logitech étaient fabriqués en Irlande. Alors ça, c'est plus d'actualité, mais peut-être qu'il y a encore un siège là-bas. Et puis, il a été... À part ça, je parle de délocalisation, de multiplicité des territoires. Il a été un sacré manager, parce qu'effectivement, il a très vite compris que l'informatique, surtout pour des volumes dont on parle là, qui sont assez énormes, nécessitait d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus rentable. Faut pas se leurrer, les appareils qu'on utilise sont pas fabriqués pour la plupart dans le même pays qu'ils ont vu le jour. Ouais. Et donc ça, c'était aussi, je trouve, un fait notable chez lui, pour un Suisse qui justement s'est ouvert à l'extérieur, a ouvert le marché ses produits à l'étranger, mais a aussi tout de suite été attentif sur le fait qu'il fallait aussi optimiser les coûts de fabrication, les endroits où ça se passe. Mais c'est marrant, parce qu'effectivement il y a toujours quelques personnes qui travaillent en Suisse, même si maintenant ça se fait un peu partout dans le monde. On va parler d'un lieu important, et c'est presque anecdotique dans un instant, mais j'avais envie de faire l'analogie aussi avec une autre industrie, celle de l'horlogerie suisse, qui est aussi sortie de ses frontières à un moment donné, il faut bien, pour produire, sans doute en Chine ou dans d'autres pays. C'est des choses assez analogues finalement, ce qu'a fait Borel. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait le domaine de l'horlogerie, quoi. Oui, maintenant, attention, il faut être prudent par rapport au Swissmade, parce que dans l'horlogerie, on n'a plus les mêmes standards par rapport à ce qui est fait en pourcentage en Suisse versus dans le reste du monde. C'est ça, ouais. Il y a d'ailleurs des marques de montres qui surfent sur cette vague pour dire, nous, on est complètement Swissmade, parce que ça devient de plus en plus rare. Bien sûr. Et puis, je pense que la force de Logitech, j'ose imaginer qu'un Steve Jobs qui dit oui à Logitech pour fabriquer ses souris, parce que pour revenir à la fameuse souris avec les 2 disques, Logitech a inventé le système de la boule et des capteurs qui venaient comme ça analyser précisément le déplacement. Puis on a tous vécu ça, si vous avez eu une souris de ce type-là, parce qu'il fallait sortir la boule et nettoyer les capteurs pour que ça n'encrasse pas, pour que les capteurs marchent mieux. Puis après, ils ont revu leur copie, et puis on est arrivé sur les capteurs laser avec le fameux faisceau rouge. Et puis après, ce faisceau, il a complètement disparu de l'œil nu, et on n'avait plus besoin de boules, on n'avait plus besoin de tapis spéciaux, et la souris devenait beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace. Donc, on pourrait parler de la fiabilité, de la technique suisse, peut-être un peu de design,
Je ne sais pas d'ailleurs si ça faisait partie des argumentaires à l'époque pour dire voilà, c'est designé en Suisse, c'est fabriqué à Taïwan, par exemple. Moi, j'ai appris que c'était suisse très très tard. Hein. Très franchement, alors que je m'intéresse quand même. Alors peut-être que j'avais les yeux ailleurs, hein, les oreilles aussi. C'est possible, mais moi j'ai le sentiment d'avoir appris assez tard que cette entreprise était suisse, Logitech. Oui. Alors maintenant. Logitech a une politique de rachat. Ils ont fait des jolis coups. Hein. Toi qui es dans le son, tu connais probablement les Micro Blue, qui est une des compagnies qu'a racheté justement Logitech. Ils ont fait ça avec du micro, ils ont fait ça avec du casque, ils ont fait ça les écouteurs avec des haut-parleurs. Voilà, exactement. Parce que voilà, notre fameux Daniel Borel aurait lâché une fois un truc du genre pour dire. Alors là, c'était plus tard, hein, bien plus tard que les débuts de la marque. C'est quand même nous qui aurions dû inventer la GoPro. Voilà, c'est une sorte de boutade pour dire on aurait dû aller plus loin dans l'innovation parce que Logitech, effectivement, ce ne sont pas que des souris et des claviers. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais l'anecdote du lieu, ça je voudrais quand même qu'on y arrive à un moment donné, parce qu'on a parlé un petit peu de Steve Jobs, et c'est vrai que les souris à Apple ont une certaine réputation aussi, hein, donc ça rentre en ligne de compte. On sent quand même qu'il y a des affinités entre Logitech et Apple. Alors ce qui est quand même rigolo, c'est la ville où on a créé, enfin le village où a été réellement créé Logitech. Le point de départ, c'est au bout de la route de Bière. Ça, maintenant je l'ai appris parce que ça on n'oublie pas. Bière, mais de bière. Oui, la route de Bière, ça je ne peux pas. Quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On est en train de faire un podcast depuis la Belgique et depuis la Suisse et on parle de bière. Oui, alors c'est en 1981 dans la vieille ferme des beaux-parents de Daniel. Qu'il donne vie à sa toute première société, comme je vous le disais, qui était d'abord sur les logiciels graphiques, développer des logiciels pour le graphisme. Et ce village s'appelle Apples, A-P-P-L-E-S, voilà, donc pomme au pluriel, hein, si on la prononce à l'anglaise. Donc ça c'est aussi, il n'y a qu'en Suisse qu'on peut voir ce genre de truc. Voilà, à Apple ou à Pomme, à la route de Bière, voyait le jour en 1981 les tout premiers produits, le tout démarrage de cette fameuse marque Logitech, qui est maintenant aux commandes d'un Américain. Hein. Daniel Borel est toujours dans le conseil d'administration, un peu à titre honorifique. Il a 69 ans, hein, comme je vous le disais. Il a d'ailleurs, quand il a quitté Logitech, on raconte qu'il a balancé sur son PowerPoint une photo de son voilier pour dire voilà, moi je me casse pendant une année là-dessus. Alors il est connecté, il y avait de l'informatique à bord, mais je me fais une année sabbatique pour aller voguer sur les mers. C'est drôle. Il a des enfants aussi qui sont dans le business, tout comme leur papa, 2 garçons et une cadette, une fille. L'un d'entre eux, je pense, travaille chez Google, hein, c'est ça, ou a travaillé chez Google. Oui, et puis aussi les trois, en tout cas pour 2 d'entre eux, sa fille comme son fils qui est passé chez Google, avait cet esprit d'entreprise. Sa fille vit aux États-Unis et entreprend. Elle est comment dire, assez souvent remarquée, puisque, comme on le disait avant, hors caméra, il n'y a pas assez de femmes dans la tech, mais là j'enfonce une porte ouverte, hein, vous le savez déjà. Donc elle s'est fait remarquer parce qu'effectivement elle est a priori très très douée dans son domaine. Puis son fils, lui aussi a été à la tête de start-up. Donc voilà, je pense que les chats ne font pas des chiens et je suis ravi de savoir que la famille Borel continue comme ça à perpétuer l'innovation et surtout en dehors de la Suisse, hein, pour peut-être mieux y revenir. Oui, mais oui, c'est ça aussi. C'est ça tout l'intérêt de la chose, c'est d'arriver comme ça à faire rayonner le pays, mais aussi les gens qui y travaillent, et de revenir finalement à ses sources. C'est toujours intéressant aussi. Tu nous as fait découvrir un personnage et en même temps une marque qu'on connaissait ou qu'on croyait peut-être connaître. Là, on la connaît encore un petit peu mieux. On connaît une famille aussi maintenant, on connaît un village, on connaît une route, on connaît une école. On a appris un tas de trucs en une vingtaine de minutes. C'est ça qui est fantastique avec Thierry souvent. Merci beaucoup à toi Thierry. On va se retrouver très bientôt, d'ici la fin de l'été certainement. Donc dans un épisode ou un autre hors-série. Merci d'avoir
partager ses connaissances avec nous. On met tous les liens nécessaires dans l'article qui va bien avec ce hors-série. Et puis, comme tu as l'habitude de le dire, on va se retrouver très bientôt. Si c'est pas avant, bien entendu. À très bientôt. C'est clair. À très bientôt.